Merci de votre fidélité à cette émission de la direction de l'information et nous sommes ravis de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour pouvoir suivre le plus de la rédaction. Pour ce numéro, nous recevons Monsieur Diffé Mbanza avec le vice-président de l'association L'Initiative pour l'inclusion des déficients visuels. Nous allons aborder différents aspects liés à cette catégorie de personnes. Le décor étant planté. Une fois de plus, merci Monsieur Diffé d'être venu sur ce plateau. Alors, la première préoccupation, parlez-nous brièvement de votre association. Alors, notre association, c'est l'Initiative pour l'inclusion des déficients visuels, donc l'IPIDV en cycle. C'est une association créée en 1988 par des parents d'enfants handicapés dans le département du Finistère en France. Et c'est une association en chemin faisant qui aujourd'hui est gérée concomitamment avec des parents d'enfants handicapés, mais aussi des personnes porteurs de cet handicap. Alors, parlez-nous en quelques mots de votre parcours. Alors, je suis, comme vous l'avez dit, Petrucci Dariel Diffé Mbanza. Je suis né à l'aube des années 2000 à Brazzaville. J'ai perdu la vue à l'âge de 7 ans, puisque j'étais déjà au CP2. Après, j'ai traîné à la maison durant 4 ans, faute d'information de l'existence de l'Institut national des aveugles du Congo. Une fois qu'on a eu vent de l'existence de cette école, j'y suis allé et j'ai poursuivi mon parcours primaire. J'ai eu mon CP à l'INAC et après j'ai eu mon BPC également étant élève de l'INAC et le bac. Après, je suis allé à l'ENES où j'ai fait une année. Ensuite, en 2021, j'étais amené à aller poursuivre mes études en France où les conditions sont assez réunies pour la poursuite des études pour une personne en situation de handicap, surtout visuel comme moi. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à pouvoir mettre sur pied cette association? Alors, c'est une association, comme je l'ai dit, qui n'a pas été créée par les usagers que nous sommes, des déficients visuels. C'est une association qui a été créée par des parents d'enfants handicapés visuels qui se demandaient quel avenir était réservé à leurs enfants. Et du coup, en pensant de cette façon, ils se sont posé la question, est-ce qu'on ne peut pas commencer à réfléchir à une école inclusive? C'est pourquoi aujourd'hui et hier, c'était le combat d'avoir des écoles inclusives où on a à la fois des élèves voyants et des élèves non-voyants. Du coup, c'est le combat qui est le nôtre aujourd'hui qu'on continue à pérenniser. C'est d'implanter ou bien surtout de favoriser l'installation des écoles inclusives, surtout dans tous les pays du monde. Alors, vous êtes en train de mener un combat pour pouvoir installer quelques structures ou instituts ou écoles ici au niveau de Brazzaville. Est-ce qu'on peut avoir une idée ou une aperçu sur la situation de personnes handicapées, notamment les déficients visuels? Ce que j'ai laissé, ce que je constate aujourd'hui, la situation de la personne déficiente visuelle, surtout les élèves et étudiants, n'a surtout pas évolué, mais plutôt n'a même pas aussi stagné, mais a dégringolé à mon sens. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, on constate un manque criard des transcripteurs, des personnes voyantes qui connaissent à la fois l'écriture braille, mais aussi votre écriture, bien évidemment. Et puisqu'il en manque, et le ministère des Affaires sociales qui est probablement, pas probablement, qui est l'organe gouvernemental qui est chargé à mettre en œuvre le bien-être de cette couche de la population, je puis dire, et aujourd'hui aux abonnés absents, dans le sens où moi j'ai été voir le ministère. En 2024, j'étais venu au Congo en compagnie d'un collègue à moi. Dans le cadre de l'IPIDV, on a une mission, on a un projet à mettre sur pied avec l'Institut national des aveugles du Congo. Et c'est un projet en gros pour moderniser et actualiser la formation de la personne déficiente visuelle au Congo. Seulement quand on s'est adressé au ministère des Affaires sociales, c'est en fait des paroles en l'air et rien du tout, rien ne s'est fait jusqu'à aujourd'hui.
Alors, Monsieur Diffé, c'est vrai que vous êtes à la tête d'une association, mais mener un combat seul, il est difficile de pouvoir gagner ce combat. Est-ce que vous organisez avec d'autres associations qui militent dans le domaine des déficients visuels pour justement faire un plaidoyer dans ce sens? Justement, nous ne sommes pas seuls parce que on ne peut pas être seul dans ce combat, comme vous l'avez dit. On a l'IPIDV, et on a aussi Bolé Bantou d'Orléans. C'est aussi une association formée des étudiants déficients visuels congolais installés en France. Mais aussi, on a l'UJAC, l'Union des jeunes aveugles du Congo. On a l'APDS-DVCO, c'est l'association pour la promotion et la défense culturelle des droits scolaires des déficients visuels. Mais aussi, on a aujourd'hui l'appui également et l'accompagnement de l'UNACO et l'UNAMAC, qui est aussi la Fédération mère des personnes déficientes visuelles au Congo dans ce combat. Est-ce que pour les projets que vous avez au niveau de votre association, vous avez contacté le ministère en charge des Affaires sociales? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on vous a dit? J'ai eu moi-même un tête-à-tête avec la ministre des Affaires sociales à Berlin, où je lui ai exposé le projet que nous menons. Bon, malheureusement, quand on s'est parlé à Berlin, elle n'était pas au courant de tout ça, mais son cabinet, son assistant, avait affirmé devant elle qu'il était au courant. Et bon, c'est eux qui ont eu de la lenteur pour transmettre le dossier auprès de la ministre. Et avec la ministre, on s'était convenu de mettre sur pied une commission qui devait travailler à la fois dans les nouvelles propositions liées au développement de cette couche de la population, bien sûr, et aussi dans une commission composée à la fois de nous et du ministère des Affaires sociales, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas vu le jour. Moi, étant friand et aussi soucieux de mes compères, je suis venu au Congo, pas les mains vides. J'ai amené avec moi un projet, une proposition de projet, parce que je constate qu'il y a un vide structurel dans l'accompagnement de l'éducation des personnes handicapées en général, déficientes visuelles en particulier. C'est pourquoi j'ai proposé au ministère des Affaires sociales la création d'une agence inclusive pour la scolarisation des personnes déficientes visuelles. Et j'ai dit dans mon argumentaire que j'ai présenté au ministère des Affaires sociales que c'était une agence qui devait être co-gérée par le ministère des Affaires sociales, mais aussi les ministères des enseignements, puisqu'on en compte 3 au Congo. Donc en gros, c'était parce que l'inclusion scolaire, c'est pas seulement transcrire les manuels en braille, mais aussi c'est l'accessibilité des infrastructures pour, par exemple, des jeunes qui sont en fauteuil roulant. Aujourd'hui, prenons un exemple, au lycée Savant-Lyon, les élèves de la classe de première sont à l'étage. Et si tu es handicapé en fauteuil roulant, je ne vois pas comment tu peux accéder dans ta salle de cours. Et c'est pourquoi il n'y a pas une direction dédiée à la réflexion et aussi à la mise en œuvre des pratiques permettant la poursuite probante des études pour cette couche. Et moi, c'est ce que j'amène avec moi, que je propose. J'ai soumis le dossier au ministère des Affaires sociales, qui jusqu'à aujourd'hui a juste enregistré le dossier. Et je n'ai pas encore de retour. Je ne peux pas m'éterniser ici. Ça fait déjà plus de 2 mois que j'ai déposé le dossier. J'ai déposé également au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, au ministère de l'enseignement technique, au ministère de l'enseignement supérieur. Quitte à eux, peut-être pas de se servir de mon expertise, parce que je ne peux pas, comme le moi et Aïssab, moi, je travaille depuis un moment dans ce domaine-là d'inclusion. Je suis étudiant référent de mon université, chargé aux questions d'inclusion, donc je m'y connais quand même. Mais si ce n'est pas avec moi que les choses se feront, ce qui me tient à cœur, c'est juste que les choses se fassent pour la poursuite et pour le bien de la scolarisation de cette couche de la population.
Alors, vous plaidez que, vous l'avez dit tout à l'heure, pour qu'il y ait quand même des structures au Congo gérant quand même cette catégorie des personnes. J'ai cité les personnes déficientes visuelles. Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil au niveau de cette école qui vous a accueilli au début? Je parle de l'Institut de Genso. L'Institut national des aveugles du Congo. Des aveugles du Congo, Ah, oui. oui, j'y étais. Demain aussi, j'y serai pour voir ce qu'il en est aujourd'hui. Parce que c'est une école, il faut qu'on se le dise, c'est une école, mais aussi une histoire. Effectivement. C'est une école et une histoire. Moi, aujourd'hui, je dois mon intellectualisme à la fois à cette école, mais aussi à mon papa, qui est enseignant, qui n'a jamais baissé les bras et qui m'a toujours accompagné et m'encouragé dans ce que je fais aujourd'hui. C'est une école où on a eu pas mal de revendications qu'on a présentées au ministère des Affaires sociales. Mais en 2015, je me souviens, je faisais partie de ce groupe qui a mené une revendication. Un groupe qui a été même conduit au camp Makala. On nous avait menottés à cette époque-là parce qu'on réclamait nos droits. On nous avait menottés, bon. Mais aujourd'hui, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on a comme l'impression que toutes nos revendications tombent dans l'oreille d'un sourd, désolé de le dire, et l'organe institutionnel congolais qui nous écoute, même si cet organe n'a pas mission d'exécution, juste de proposition, c'est le conseil consultatif des personnes handicapées. Alors, l'association que vous dirigez, l'initiative pour l'inclusion des déficients visuels, est aussi représentée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau de la France. Quel est l'apport, quel peut être votre apport, puisque nous l'avions dit tout à l'heure que l'Institut national des aveugles du Congo manque presque de tout, quel peut être votre apport justement dans l'équipement de cette école? Justement, je suis venu en juin de l'année dernière avec un collègue à moi. C'était pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau à cet institut. Et quand nous arrivons, on a compris que l'institut manque de tout quasiment. Et nous, on a des embosseuses, on a une cargaison composée à la fois des plages braille, des embosseuses, des écrans agrandisseurs. Mais c'est une technologie qui ici n'est pas encore expérimentée. Et nous avons demandé à la fois à l'Institut et au ministère d'accompagner des formateurs à venir sur la place de Paris pour se former à l'usage de ces appareils. Parce que nous, on s'est dit, personnellement, moi j'ai dit, à quoi servirait un matériel qu'on envoie au Congo dont les gens ne savent pas utiliser. Ouais, c'était ça. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, je suis désolé de le dire, bon, ma franchise philosophique me le permet, le ministère des Affaires sociales ne fait que nous tourner en rond quand même. Alors, vous plaidez également pour un recrutement des personnes déficientes visuelles au niveau de la fonction publique. Oui, justement, ça c'est un combat qui n'est pas seulement le mien, mais c'est un combat de toutes les personnes porteurs d'handicap. Il me semble, 2 semaines, le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique a tenu une réunion où il a fait une communication. Il avait prononcé une phrase qui m'a marqué. Et à mon sens, c'est une vérité. Il dit que l'handicap n'est pas un critère de recrutement. Ça, c'est une vérité, dans certains cas. Mais seulement, au Congo, je pense que c'est une vérité qui ne serait pas vraie. Parce que le Congo, globalement, manque de politique sociale. Dans d'autres pays, des personnes handicapées qui n'ont pas de diplôme reçoivent des allocations de l'État. Mais aujourd'hui, au Congo, où on n'a même pas cette lueur de recevoir ces allocations, tous, on se recroqueville et on se tourne vers la fonction publique. Donc, du coup, dans la réalité congolaise, à mon sens,
cette vérité qu'il a prononcée devient une forme Discrimination. de discrimination en fait. Mais au niveau de la fonction publique, on parle des quotas au niveau du ministère des Affaires sociales qui vous concerne. Oui, le ministère des Affaires sociales a un quota, bien évidemment, mais le ministère des Affaires sociales ne prend pas en compte les personnes déficientes visuelles dans son recrutement. Comment ça? Aujourd'hui, je puis dire, le ministère des Affaires sociales serait peut-être incapable de nous citer si le ministère des Affaires sociales, dans son quota propre à lui, a pris en compte une quinzaine de personnes déficientes visuelles. Des personnes, non, des personnes handicapées en général, parce que les personnes handicapées sont recrutées et envoyées au ministère des Affaires sociales, mais avec le quota moi je peux dire, hein, le quota de pitié mis à leur disposition par le ministère de la fonction publique. Ce n'est pas le ministère des Affaires sociales qui décide, bon, moi j'ai par exemple 10 places et je mets une place à disposition des personnes déficientes visuelles. Moi aujourd'hui j'ai des amis avec lesquels on a eu le bac, on avait eu le bac en 2020, on était 10. Il y a eu 5 qui sont allés à l'ENI, nous on était allés à l'ENS, on était 2. 3 qui sont allés à l'ENAM après un parcours de combattant soutenu par le conseil consultatif, mais surtout M. Jean de Diongoma qui nous avait tendu la main et qui nous avait appuyé dans ce combat-là. Mais aujourd'hui tous, certains ont fini avec les formations, ils sont finalistes. Le ministère des Affaires sociales a fait recruter comment on appelle, ces agents, mais sans jamais prendre en compte ces personnes, ils sont là. Mais le quota me fait savoir que le quota est géré par le conseil consultatif des personnes handicapées. Dernièrement, il y a eu, comme qui dirait, des pourparlers, si j'ose parler ainsi, entre le conseil consultatif des personnes handicapées et les différentes associations. Alors, je vais... Et d'ailleurs, je connais un handicapé aujourd'hui qui a été recruté au niveau du ministère des Affaires étrangères. Je vais essayer de circonscrire cette polémique. En gros, le conseil consultatif en lui-même a un quota qui lui est donné à lui-même. Le ministère des Affaires sociales également a un quota. Et les associations, donc la partie civile, va aussi plaider auprès du ministère de la fonction publique pour avoir un quota. Et le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique a demandé aux associations de faire un travail de profilage pour ces personnes-là. C'est ce qui a été fait. Ils sont allés présenter le travail auprès du ministère de la fonction publique qui devait à son tour, à partir de ce profilage, faire un plaidoyer auprès des ministères concernés en fonction des compétences de chaque personne handicapée. Et à ce moment-là, il y a eu une incompréhension entre les dirigeants des différentes associations, puisqu'ils se disaient les handicapés, majoritairement, c'est pas de leur faute, mais c'est de la faute de l'État. Ils ne sont pas assez scolarisés pour manque de structures accueillantes. Et aujourd'hui, mettre en avant ceux qui ont des spécialités universitaires, discriminer donc d'autres handicapés qui, pas de leur propre chef, n'ont pas allé à l'école. C'est pourquoi ils voulaient revoir ce profilage en forme d'ancienneté et de différentes charges que chaque personne peut avoir. C'est pourquoi le ministère de la fonction publique a renvoyé toutes ces associations vers le conseil consultatif, qui est une institution étatique qui peut faire une forme d'arbitre au sein de ces différentes plateformes afin d'arriver à un compromis pour le bien fondé, comme je le dis, du recrutement des personnes handicapées. Donc, je le dis et je répète, le ministère des Affaires sociales ne met à disposition aucune place pour les personnes déficientes visuelles, ou handicapées en général.
Alors, Monsieur Diffé, j'ai l'impression que chaque difficulté d'une personne handicapée en général, chaque difficulté résolue pose encore une autre difficulté. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'école du lycée Savorgnan de Brazza, un élève qui est en première, une classe qui est au premier niveau, ne peut pas arriver dans sa salle de classe parce que les structures ne permettent pas à cet handicapé de pouvoir aller suivre ses cours à l'étage. Mais je pense que c'est la même chose aussi au niveau de la fonction publique. Vous plaidez pour un recrutement, c'est vrai, c'est normal. Quelqu'un qui a été à l'école, à la fin, qu'il soit recruté. Mais une fois recruté, il y aura encore un autre problème. Les structures qui vont vous accueillir, et là où vous allez travailler, est-ce que les structures vont vous permettre à ce que vous soyez en condition? Merci beaucoup, Monsieur Justin. C'est une question qui me tient à cœur. En fait, j'aime bien votre question. Parce que, c'est comme je l'ai dit précédemment, il y a un vide structurel. Je veux partir d'un exemple. Un exemple imagé, bien sûr. Prenons un exemple, vous êtes aujourd'hui valide. Effectivement. Alors, personne ne souhaite devenir handicapé. Non, pas du tout. Bah, admettons par les aléas de la vie, aujourd'hui avec les taxis motos, en fait, vous êtes confronté à un accident de la circulation et qui vous rend handicapé. Le problème ici, chez nous au Congo, soit si vos chefs sont cléments, vous accorderont en fait votre salaire qui passera jusqu'à votre retraite, ou soit on vous envoie en retraite anticipée. Or, c'est une compétence de moins dans l'appareil de l'État. Si seulement il y avait une structure qui réfléchit à tout ça, à réadapter votre poste que vous occupez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes handicapées qui, hier, ont servi l'État, ne seraient pas à la maison. Donc c'est pourquoi, dans la réflexion et la mise en œuvre des politiques publiques, il faut inclure des personnes handicapées. Parce qu'aujourd'hui, vous qui êtes, bon, ceux qui sont valides, ils peuvent bien étudier le handicap, mais ils ne vivent pas le handicap. Les réalités du handicap et les mesures facilitant la vie d'un handicapé ne peuvent être proposées que par une personne qui porte et qui vit cet handicap. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous, dans les plus hautes sphères de la République, il y a une forme aussi de déni de la personne handicapée. Pourquoi je le dis? Ils se disent que les handicapés, quand ils viennent les voir, d'abord c'est d'abord peut-être réclamer des sous. Donc c'est encore, a priori, c'est une forme de pitié. Bon, on vous donne ça, allez vous débrouiller. Or que c'est pas ça. Il faut qu'on se mette autour d'une table. Hier, si les handicapés n'allaient pas à l'école, aujourd'hui, ceux qui arrivent et à forcer à étudier au Congo, et ceux qui sortent pour aller se former ailleurs, nous sommes aujourd'hui nombreux. Et c'est pourquoi on appelle à une forme de méritocratie et de compétences dans la nomination, ou surtout dans la création ou dans la réflexion des questions qui nous concernent. On ne veut plus, nous refusons aujourd'hui à être soumis à une forme ou à reléguer au second plan, où nous sommes là que, bah, écoutez, voilà, nous on fait ça pour vous, on fait ça pour vous, et pourtant nous-mêmes aussi on peut faire des choses pour nous. La dernière fois, j'ai eu des échanges avec M. Goma, du Conseil consultatif des personnes handicapées, qui disait qu'il y a un vrai problème au niveau des associations des personnes handicapées. Il n'y a pas du sérieux. Nous évoquions la question des quotas. Et des fois, quand ces associations reçoivent les quotas, mais ils monnaient. C'est pas faux ce que dit M. Goma. C'est pas faux. C'est une réalité, malheureusement, qu'on doit aussi dénoncer. Parce qu'on n'est pas là juste pour critiquer ce qui n'est pas bien fait du côté de l'État, mais également il faut critiquer ce qui n'est pas bien fait de notre propre côté. Alors,
Le problème, c'est ce que je suis en train de dire. Si l'État a fait confiance aujourd'hui au conseil consultatif pour le recrutement des personnes handicapées, nous, les handicapés, ne sommes pas assez nombreux. Nous nous connaissons quasiment tous. Et certains d'entre vous ont dénoncé Justement. la présence de M. Goma à la tête de ce conseil consultatif. Moi, je ne m'inscris pas dans cette optique de dénoncer la présence de M. Ngoma à la tête du conseil consultatif. Parce que M. Ngoma, aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, c'est le plus capé et le plus expérimenté dans la pratique de la fonction de l'État des personnes handicapées. Personne ne dira le contraire, à mon sens. C'est une évidence, il a été ministre, il a été secrétaire d'État, il a été député, il a été conseiller municipal, aujourd'hui il est vice-président du Conseil économique et social. On ne peut pas en fait dire qu'il ne connaît pas les questions qui minent les personnes handicapées. J'étais avec lui à Berlin, on a beaucoup échangé sur ce point-là, et j'ai compris c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui a du souci pour cette couche-là. Parce que lui-même, c'est comme ce que je disais, il a fait tout son parcours à la fois scolaire, estudiantin et professionnel comme étant handicapé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que parfois, il y a des gens qui deviennent handicapés à 50 ans, qui ne s'y connaissent pas en handicap, etc. Et puisque c'est des gens qui ont des carnets d'adresses assez fournis, qui sont amenés au poste de responsabilité, c'est comme on dirait, on arrive, c'est un tam-tam qui parle, mais au fond, c'est vide, quoi. Et du coup, c'est ce que nous, aujourd'hui, nous dénonçons, parce que le conseil consultatif, aujourd'hui renouvelé, compte parmi les gens nommés par le ministère des Affaires sociales une fille mineure, qui est la 80 personnalité de ce conseil consultatif, une fille mineure, qui n'a même pas, en fait, encore validé son baccalauréat. Hier, on discriminait les sourds. On ne les nommait pas parce que c'est des gens qui s'arrêtent au niveau 3e. Mais si aujourd'hui, on peut nommer également des personnes qui n'ont pas un niveau universitaire, à ce moment-là, c'est paradoxal. Si on dit, toi, on ne peut pas te nommer parce que tu n'as pas un tel niveau, et on nomme quelqu'un qui a le même niveau que toi, à ce moment-là, on trompe qui, en fait? Est-ce que c'est l'implosion de ce conseil que le ministère des Affaires sociales veut? Parce que si je parle de ces 3 personnes-là, c'est des personnes nommées par le ministère des Affaires sociales. Je ne fais pas allusion à la personne nommée par le président de la République. Ça, je ne fais pas allusion parce que c'est quelqu'un qui a un parcours dans le handicap quand même. Je ne suis pas là pour combattre les uns et les autres, mais surtout pour dire les faits et les mettre sur table. Si on peut tous se retrouver autour d'une table et penser ensemble, ce serait une bonne chose. Le ministère des Affaires sociales l'an dernier a organisé, comment ça s'appelle, un forum sur le handicap. Mais un forum aujourd'hui qui a abouti à quoi? Moi, je suis universitaire. J'ai demandé, est-ce que je peux avoir les conclusions du forum? Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai pas. On nous parle d'un plan qui s'étendra sur 10 ans pour le bien des personnes handicapées. Mais si sur 10 ans, au bout d'un an, on ne voit aucune réalisation. Voilà. Et du coup, justement, je suis désolé. Monsieur Divé, la République ne se résume pas seulement à Brazzaville, c'est tous les départements, les 15 départements. Et quand on parle de 15 départements, on voit également des handicapés dans tous ces départements-là. Mais malheureusement, les structures qui s'occupent des handicapés ne sont qu'à Brazzaville. Est-ce que vous réfléchissez aussi dans ce sens? Est-ce qu'il y a des plaidoyers qui sont menés justement pour qu'il y ait quand même dans des grandes villes, dans des grands centres, qu'il y ait quand même des structures qui s'occupent de ces personnes déficientes visuelles? C'est pourquoi, comme je l'ai toujours dit, la question du handicap ne peut être réglée que en incluant les handicapés eux-mêmes. Aujourd'hui, moi, j'ai un ami avec lequel on échange et cet ami-là, on a négocié une école privée à Pointe-Noire qui aujourd'hui a cette capacité-là de recevoir des enfants déficients visuels, mais seulement cette école-là n'a pas assez de matériel et n'a pas assez de personnel parce qu'ils ne peuvent pas
non plus les payer. Et si nous, on n'est pas entendu déjà à Brazzaville, comment allons-nous nous étendre dans toute la République? Mais comment voulez-vous qu'on vous entende quand on sait déjà qu'au niveau du gouvernement, au niveau du président de la République, les institutions ont été mises en place. On prend par exemple le Conseil consultatif des personnes handicapées qui émet entre autres des avis. Mais finalement... Ok. Vous savez, monsieur Justin, il y a une chose. Il y a les suggestions et l'exécution. Effectivement. Alors, on peut beau faire une multitude de suggestions, mais le dernier mot revient à l'exécution. Effectivement. Alors, quand le conseil consultatif, à mon sens, fait des propositions, probablement, il y a peut-être une autorité qui est amenée à l'exécution. Et c'est cette autorité-là qui n'exécute pas. Donc du coup, si nous, on avait un ministère chargé ou dédié à ces questions du handicap, on se tournerait vers ce ministère-là. Monsieur Duvet, il ne nous reste plus assez de temps. On nous fait signe que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage sur ce plateau? Ce qu'on peut retenir, c'est que il faut, la question du handicap n'est plus une question de pitié, mais une question de droit. Et ce que nous demandons, c'est qu'on soit pris en compte et inclus dans la réflexion, surtout dans la mise en œuvre de toutes les politiques qui concernent cette couche de la population. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau M. Dariel Difembanza. Il est le premier vice-président de l'initiative pour l'inclusion des déficients visuels. Il était sur ce plateau pour nous parler de ces questions qui concernent cette catégorie de personnes. Merci d'avoir été avec nous, mais l'information se poursuit sur votre chaîne du Bassin du Congo. On se retrouve à une prochaine occasion.